Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouveau Good Morning Market. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 11 mars 2021 déjà. Et hier, lors de la séance de la veille, les indices américains ont pour la plupart terminé en hausse. Nous avons un Dow Jones qui a gagné 1,46% vers un nouveau record. Le S&P 500 qui progresse de 0,6%. Le Russell 2000 a bondi de 1,81%. Actuellement sous une résistance que l'on connaît très bien, on va le voir. Le Nasdaq, de son côté, a quant à lui baissé. Bon, il a pratiquement à l'équilibre, baissé de 0,04%. Mais en cours de séance, il est quand même allé chercher cette fameuse résistance, la résistance que l'on a abordée hier, à 13 000 points. Alors, qu'est-ce qui explique cette hausse? Cette hausse a été notamment alimentée par un apaisement des craintes inflationnistes, hein, nous le savons. C'est le focus actuel. C'est suite à la publication des chiffres de l'IPC. On a une inflation de base, inflation corps, comme on dit, c'est-à-dire une inflation hors énergie et alimentation qui ralentit. Donc concrètement, l'IPC a augmenté de 0,4% sur un mois en février. L'IPC de base, donc l'IPC corps hors alimentation et énergie, a augmenté de 0,1%. Le consensus s'attendait à 0,2%. Il n'y a pas une grande différence, mais il en faut peu. Il y a également autre chose, hein, qui est venu alimenter l'optimisme à Wall Street. Nous en avions parlé, c'est ce fameux plan de relance de 1900 milliards de dollars qui a finalement été adopté par la Chambre des représentants. Cela a favorisé, vous l'aurez compris, les valeurs cycliques. Et c'est ce qui a permis justement au Dow Jones de marquer un nouveau record, car le Dow Jones est composé de valeurs cycliques. Il faut faire la distinction entre tout cela, ce qui permet d'expliquer les différences entre les indices, notamment le Nasdaq composé de valeurs, grandes valeurs de croissance, c'est les big tech, les valeurs technologiques qui sont impactées par le 10 ans américain. Et nous avons ces valeurs cycliques qui sont impactées par toutes ces mesures de relance. Alors une information qui va intéresser ceux qui traitent les métaux, les banques chinoises ont accordé 1,36 trillion de yuan de nouveaux prêts en février. Ça dépasse les prévisions de marché à 0,95 trillion. Nous avons une masse monétaire M2 qui a augmenté de 10,1% sur un an et l'encours des prêts en yuan de 12,9%. Alors ça va expliquer justement ce qui se passe actuellement sur le copper, le métal rouge, le cuivre. On en a parlé justement de cette impulsion du crédit en Chine qui se repliait et donc qui pouvait être annonciateur de baisse concernant le métal rouge. Et donc on va le voir, hein, graphiquement, l'effet a été immédiat, l'effet est évident. Alors, on parle très rapidement de la pandémie. On va noter le gouverneur de New York, hein, qui a annoncé que les restaurants dans la ville de New York et dans le New Jersey pourront augmenter de 50% le nombre de couverts à compter du 19 mars. Toujours concernant la pandémie, mais cette fois-ci concernant la réponse médicale, Eli Lilly qui a fait état de résultats positifs pour un traitement contre le coronavirus, un traitement qui est, il me semble, composé d'anticorps synthétiques, qui permet de réduire les décès et les hospitalisations de 87%. Alors, qu'est-ce qui nous attend pendant cette séance? Alors, pendant cette séance, hein, le focus principal, ce qui sera dans tous les esprits, ce sera justement cela. C'est la BCE, la Banque Centrale Européenne, justement dans un contexte de risque inflationniste. Alors, j'ai eu une question très intéressante récemment, une question de Mohamed qui me demandait, mais pourquoi cette différence entre les taux longs, notamment allemands, donc de la zone euro, et les taux longs américains? Je lui avais répondu que c'est grâce à la rhétorique de la Banque Centrale Européenne. C'est ce qui avait permis de contenir les taux longs. Vous savez que le métier de banquier central repose essentiellement sur la rhétorique, sur le message qui est livré, d'où l'importance, hein, des différentes conférences de presse, que ce soit de la réserve de Jérôme Powell ou de Christine Lagarde. Cela permet d'agir concrètement sur le marché et cela influe sur les anticipations des opérateurs. Et c'est dans un tel contexte, justement, inflationniste, que Christine Lagarde devra convaincre de la capacité de la BCE à contenir toute flambée inflationniste dans la zone euro. Alors, précédemment, on a usé justement, on a utilisé la rhétorique, on a utilisé les mots pour contenir les taux longs de la zone euro, mais à présent, les opérateurs
ne veulent plus de paroles, ils ne veulent plus de rhétorique. Ils ont déjà été servis à ce niveau-là. Ils attendent des mesures concrètes. Alors, ce qu'on va essayer de faire maintenant en introduction, très rapidement, avant de passer à notre analyse, on va essayer de voir ce qui est en mesure de proposer la BCE. C'est simple, il y a trois solutions. Utiliser justement le contrôle de la courbe des taux, ce qu'on appelle Yield Curve Control, le YCC. C'est l'action la plus décisive. Ça pourrait faire grimper le DAX et ça pourrait faire baisser l'euro. Alors le contrôle de la courbe des rendements, c'est une politique à travers laquelle la banque achète des quantités illimitées d'obligations pour plafonner les rendements obligataires. Ça reste un scénario peu probable. C'est la première solution, la première cartouche de la Banque Centrale Européenne. Seconde solution, c'est baisser le taux de dépôt, qui est déjà très bas, qui est en négatif, à moins 0,5%. C'est l'un des plus bas du monde. La BCE a laissé entendre qu'elle pourrait le faire. Ça semble tout de même très peu probable. Pourquoi? Parce que ça ferait très mal au secteur bancaire, ça ferait souffrir le secteur bancaire. Donc deuxième cartouche, peu probable également. Troisième et dernière solution qui reste la plus envisageable, c'est d'intervenir d'un point de vue d'assouplissement quantitatif. On peut imprimer davantage, même si nous avons une enveloppe actuellement qui est conséquente. Il n'y a aucun intérêt pratique à le faire concrètement. Mais ce que pourrait faire la BCE, c'est donc concrètement suggérer un rythme d'achat plus rapide et promettre d'augmenter l'enveloppe autant que nécessaire à l'avenir, si les risques venaient à se concrétiser. C'est le scénario qui est privilégié par le marché, c'est certainement ce qu'attendent les opérateurs. Donc voilà pour les trois possibilités concernant la BCE. La rhétorique ne sera plus suffisante, on attend des actions concrètes de la part de la Banque Centrale Européenne. Et donc, ce sera au tour de Christine Lagarde de rassurer. On le voit, nous avons donc la décision à 13h45 et la conférence de presse à 14h30. Et c'est à ce moment-là que l'on saura, que l'on aura donc l'annonce de l'action de la BCE. Donc voilà pour cette petite introduction très importante, je pense, cette fois-ci de le préciser, ce n'est pas une décision de BCE sans conséquence, c'est attendu dans un contexte de risque inflationniste. On passe à présent sur le DAX. Le DAX allemand, on a une belle hausse depuis plusieurs séances. On a gagné du terrain pendant 4 séances d'affilée. On se rapproche de plus en plus de ces fameux niveaux. Je vous le rappelle, nous avons un premier niveau qui est défini par la projection d'Osoda, la projection E, 14 734, aux portes du retracement externe de Fibonacci à 161,8%. Et il est très important celui-ci, ce sont les 14 790. Si on l'atteint, je pense qu'on pourrait se replier par la suite. Après, attention à ne pas marquer une pause aujourd'hui, mais en tout cas, la BCE sera attendue et influera, bien entendu, aura un impact sur les cotations du DAX. Qu'en est-il en données intraday, en données H4? On marque une pause, on va chercher une précédente résistance, actuellement support. On pourrait même approfondir en direction de la Tenkan à 14 485 points, où on pourrait redémarrer. Les perspectives sont toujours clairement haussières. Maintenant, il suffit simplement de marquer une pause, comme ce que l'on a fait par exemple juste ici. On marque une pause et on repart de plus belle. Alors la dernière fois que l'on a marqué une pause, c'était pour aller chercher la Tenkan. Est-ce qu'on va le faire? Est-ce qu'on va répliquer le précédent repli? En tout cas pour le moment à l'ouverture européenne, on se replie pour, en tout cas d'un point de vue probabilité, pour repartir à la hausse. Pour le moment, les perspectives restent haussières. Depuis la sortie de ce canal baissier, la hausse est incontestable. Ça, c'est pour les données H4. On continue dans notre raisonnement en triptyque sur 3 unités de temps qui nous permet d'avoir une meilleure vision du marché, qui nous permet d'avoir une meilleure précision. Alors, donc, dernier repli, c'est un retour vers la Kijun. Est-ce qu'on va aller vers cette Kijun? On voit que le nuage est garant de la hausse, un nuage qui serait un support en dernier ressort. En tout cas, on est en train de se retirer, on est en train de refuser de franchir la Tenkan en données H1 pour le moment. Perspective haussière pour le DAX. Que s'est-il passé
sur le Nasdaq. Un Nasdaq que l'on détaille pas mal ces derniers temps, depuis qu'il y a cette hausse du 10 ans américain, ces craintes inflationnistes, des valeurs, on a une rotation, ce qu'on appelle une rotation sectorielle. Alors pendant les confinements, on allait vers les valeurs technologiques, valeurs très prometteuses, qui étaient largement favorisées. On avait laissé de côté les valeurs cycliques qui ont largement souffert. Nouvelle rotation sectorielle à l'heure actuelle, on se penche vers les valeurs cycliques, on revient vers les valeurs cycliques et on laisse de côté les grandes valeurs de croissance, dont les valeurs technologiques. Mais le Nasdaq rebondit et donc un point d'importance que l'on avait, on est dans le nuage concrètement en données journalières, on a une résistance au point de vue de la Kijun, je le répète. Ce qui nous avait beaucoup intéressé dernièrement, c'était le comportement de la Chikuspan. Ici, le rebond sur le haut de nuage, vous avez expliqué le rebond actuel. Et on voit ici comment la lagging span choisit de dévier. Elle a clairement dévié. C'est pour voir effectivement que ce n'est pas juste théorique et que cette interaction de la lagging span avec tout ce qui l'entoure est réelle. On le voit ici. On est venu frapper cette mèche inférieure, on est venu frapper le corps de la bougie et on l'a dévié quelque peu. Et maintenant, le prochain problème, si je puis dire, le prochain obstacle pour notre Chikuspan, c'est ici, c'est la Kijun, c'est le prochain rempart d'un point de vue journalier. C'est un obstacle de taille, prudence. Ici, on pourrait refuser le franchissement, repartir à la baisse. Donc, vous le voyez, raisonnement en deux temps avec Ishimoku. On regarde les cours, on part sur la Chikuspan, ça nous explique énormément. Il faut savoir que 50% de l'information est ici. La Chikuspan, qui est les cours de clôture, 26 périodes dans le passé. Donc ici, on est en train de raisonner avec des cours actuels à la clôture dans le passé. C'est 26 périodes que nous avons ici. Vous le voyez ici, il y a écrit moins 26 chandeliers. C'est très intéressant d'appuyer sur cette petite croix, ça nous donne pas mal de choses. Ça me donne notamment le nombre de chandeliers, les hausses ou les baisses en termes de points, en termes de pourcentage et en termes monétaires aussi, selon le volume qui est fixé par défaut. Ici, j'ai un volume fixé par défaut de 0,01%, donc ça va me raisonner pour un volume de 0,01%. Par exemple, si on repart vers les précédents records historiques, si j'achète maintenant 0,1, c'est une hausse de 7,33%, ça correspond à 158 euros. Donc c'est très intéressant ce petit outil, vous le savez, je l'utilise tous les jours pour notamment pointer les différents éléments, mais vous pouvez l'utiliser dans votre trading. Voilà pour cette petite parenthèse. On passe à présent sur le DAX. En données H4, en données intraday, que s'est-il passé hier? Nous avions cette projection de Soda qui nous indiquait un objectif à 13 000 points. C'est propre, c'est précis, net. On va chercher les 13 000 points, on le voit ici, et on rejette l'intégration de nuages dans l'immédiat, on repart en direction de la Tenkan. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de réussir à se hisser au-dessus de ces 13 000 points, de s'installer au-dessus de ces 13 000 points pour aller chercher les 13 200. On se souvient du raisonnement en deux temps avec Ishimoku, on a une partie de l'information de ce côté-là, mais on raisonne beaucoup. Ishimoku, c'est plus qu'en deux temps en fait, c'est en trois temps. Pourquoi? Parce qu'on a une troisième vision également. Ici, c'est la vision présente. On enchaîne ensuite sur la vision passée avec la Chikuspan, 26, les cours de clôture, 26 périodes dans le passé. Ça nous dit quoi? Ça nous dit qu'elle va attaquer un nuage. On a une résistance de taille. Ça va coïncider très certainement avec ce fameux niveau des 13 038 que l'on retrouve ici en journalier, voire 13 000 points. Il y aura une difficulté à ce moment-là. Soit on longe le nuage, soit la Chikuspan longe le nuage et on repart à la baisse. Et dans ce cas-là, et là je vais utiliser la troisième dimension, si je puis dire, d'Ishimoku, la dimension future. Dans ce cas-là, on peut s'attendre à un repli en direction de ce nuage qui, lui, et ça c'est la particularité d'Ishimoku, ça nous donne des résistances et des supports futurs, des cours qui pourraient se replier vers mon nuage, vers le haut de mon nuage, vers ce palier de SSB. 12 783. Là, on a les trois dimensions d'Ishimoku. Il y a trois paliers concernant Ishimoku. On en a très brièvement parlé, j'en ai beaucoup plus parlé par le passé, j'ai rédigé également certains articles sur le sujet, je pourrais vous les transférer. Mais là, on a utilisé également les trois dimensions de l'essence même de cet indicateur Ishimoku. Je ne parle pas de Soda, je ne parle pas des projections ni des cycles de Soda, mais de l'indicateur en lui-même. Présent avec les cours, passé avec la Chikuspan, futur avec mon nuage qui est dans le futur. Donc c'est très intéressant de raisonner comme ça vous permet vraiment de tirer profit de la pleine puissance de cet indicateur qui est sur
3 dimensions. Donc voilà pour le raisonnement. Après, effectivement, on pourrait intégrer le nuage et dans ce cas-là, ce serait les 13 200 points. On passe à présent sur le Nasdaq en données H1. Est-ce que ça nous apporte plus d'informations? Pas grand-chose. On voit simplement un support supplémentaire. On avait trouvé un support grâce au nuage dans le futur en H4. Ici, on trouve un support présent. 13 845 points, palier de Kijun. Et dans le futur, dans notre raisonnement futur, on voit un nuage qui vient ici à la hausse, qui apporterait un certain soutien en cas de repli et qui vient correspondre plus ou moins à cette zone de support qui est définie par la Kijun. On passe à présent sur le S&P 500, peut-être à son tour d'aller marquer un nouveau sommet, un S&P 500 très bien orienté depuis qu'il a franchi sa Kijun après avoir invalidé l'intégration du nuage. Nous sommes à 3923, pas d'obstacle à l'horizon concernant la lagging span, la Chikou span. Vous le voyez, hein, je raisonne en termes de prix présent. Directement, je switch sur le passé. Et après, si on voudrait pousser le raisonnement sur la troisième dimension future, on voit notre nuage qui, en cas de repli, vient coïncider avec la trendline. Ce sera mon support. Il n'y a pas de signal baissier, c'est complètement haussier concernant le S&P 500 qui pourrait aller marquer un nouveau sommet, hein. On est par contre ici, on le voit hein, visuellement d'un point de vue intraday, on est aux alentours d'une importante zone de résistance. On s'en approche. C'était une résistance hein, précédemment. Ça a déjà, à maintes reprises, ça a été rejeté par le marché ici, hein. On le voit concrètement ici, à plusieurs reprises. On vient tester cette zone, c'est rejeté. Donc on s'approche tout de même d'une zone de résistance. On l'a vu en intraday. Donc on reste prudent. On reste prudent, ça c'est le H1. Je switch tout le temps le H4 décidément pour le S&P 500. Que nous apportent les données H4? Pas grand-chose. On voit peut-être un palier ici dans le passé, un palier de SSB qui a été franchi et un éventuel repli pourrait permettre d'aller s'appuyer sur ce support de 3918. Donc pas grand-chose en niveau H4. Concernant le S&P 500, Dow Jones, le plus fort de Wall Street actuellement, le plus musclé, 32 288. On est sur des records, on a rebondi sur la Tenkan ici, on part à la hausse, ça reste complètement haussier. Ce plan de relance de 1900 milliards de dollars favorise complètement les valeurs cycliques et ça se voit graphiquement. On est en plein rallye, si je puis dire. En tout cas, on est en train de surperformer Wall Street. Est-ce qu'on a autre chose d'un point de vue intraday? Pour le moment, on a franchi une précédente projection d'Osoda. Le marché ne nous a pas dessiné grand-chose, hein, ne nous a pas formé grand-chose d'un point de vue H4. On n'a pas un réel repli qui nous permettrait d'avoir une projection d'Osoda à partir de là, à partir de la précédente, hein. On pourrait prendre à partir d'ici, effectivement, mais ça nous fait perdre en précision d'expérience. Donc il vaut mieux partir à partir de la précédente projection d'Osoda. Et donc il faudrait attendre un repli plus prononcé pour avoir une réelle vague. On n'a rien pour le moment, on n'a que des records historiques, on navigue en terrain inconnu, en eau trouble, mais les perspectives sont haussières et donc hein, je ne vois pas de frein à l'horizon. Alors ce que l'on pourrait faire, à la rigueur, pour avoir un objectif, et ça c'est important, ça vient de me venir à l'esprit d'ailleurs, on pourrait utiliser les retracements de Fibonacci. On en a beaucoup parlé, vous allez devenir des experts des retracements de Fibonacci et j'en serais ravi parce que c'est un outil très simple, un outil très efficace. J'ai mes retracements et là j'ai un objectif, un retracement externe. Voilà une idée pour avoir un objectif si on veut s'intéresser au Dow Jones. Et on a un objectif 32 646, tout simplement. Donc voilà comment déterminer un objectif. Peut-être essayer d'être un peu plus précis ici pour prendre le creux. Voilà, je suis précis. J'ai mon objectif, c'est le retracement externe de 127,2 et j'ai le prochain 161,8 qui est concrètement au perché.
Alors donner, H1, ça nous donne quoi ici? Ça nous donne un support, au niveau de la Tenkan que l'on n'est pas allé chercher très précisément. Le momentum est assez fort, hein, sur le Dow Jones. On passe sur le Russell 2000. Alors je vous disais en introduction, on est arrivé à une résistance que l'on connaît très bien, celle que l'on a abordée hier, la fameuse résistance des 2300 points. C'est celle qui, freine la hausse actuellement, c'est ce qu'on avait abordé hier. On avait trouvé 3 résistances concrètement. Ce sont des précédents sommets. Celle-ci, 2266, franchie. Celle-ci, 2280, franchie en un seul chandelier H4. Et le frein était bien là. C'est ce gros niveau des 2300 points pour le Russell 2000. Si on s'en affranchit, on va grappiller davantage, on va aller chercher les précédents sommets de ce petit double top qui avait réalisé l'objectif théorique. On est aux alentours des 2315 points. C'est pas bien loin. Et il faudrait peut-être un repli pour avoir une belle projection. On en avait une ici, hein, on voit le repli, on a une projection de soda. Vous pouvez vous amuser à le faire d'ailleurs, à prendre cette vague haussière, voir que nous avons atteint l'objectif. Je suis persuadé que ce serait à ce niveau-là l'objectif, hein, sans même le faire. Écoutez, on va le faire très rapidement. J'ai pas envie de trop charger les Good Morning Market. J'ai envie de rester le plus simple possible et le plus clair. Est-ce que c'est du V ici? Ça charge mon graphique de plus en plus. Donc non, finalement, on était un peu plus haut. On était un peu plus haut, on a refusé d'aller jusqu'à l'objectif, on s'est replié, support sur le nuage, et c'est la bougie H4 qui est venue tout franchir sur son passage. Pardon. Et là, par contre, ça me dit quoi? C'est intéressant, j'ai bien fait de le faire finalement, parce qu'on a, vous le voyez, on a surpassé la projection d'Osoda. Donc on pourrait refuser le franchissement des 2300 points pour revenir sur la projection d'Osoda, voire en dessous. Lorsqu'on va trop haut après une projection de soda, c'est pas bon signe. Donc voilà, j'ai bien fait de le faire. Bitcoin, on efface complètement la baisse d'il y a 2 semaines. On est allé chercher des sommets encore une fois cette semaine. Attention ici, peut-être un double top en données journalières. Donc on reste prudent sur le Bitcoin. On le voit aujourd'hui, on se replie pas mal. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un double top. On voit le premier top, second top. C'est quoi la condition pour les doubles tops, pour les doubles sommets? Il faut qu'il y ait une vallée, si je puis dire, entre les deux. Ici, ce sont deux montagnes, concrètement. Deux montagnes, deux pics, deux sommets de montagnes ne sont pas collés l'un à l'autre. Il y a une vallée entre les deux. C'est exactement la même chose. Le technique, c'est visuel. Il faut qu'il y ait une vallée entre les deux. Et on a notre vallée ici, justement. Donc, ça remplit les conditions d'un double top. On a notre belle vallée, on a nos deux, on a nos deux sommets de montagne. Alors, comment ça se passe pour les objectifs de double top? On prend la ligne de coup, le creux de ma vallée, c'est la ligne de coup et c'est le franchissement de cette ligne de coup qui me donne le signal de vente. Comment j'ai mon objectif théorique? Je prends la hauteur de l'un de mes tops. Les deux tops doivent être quasi similaires en termes de hauteur. Et je projette. Et ça me ramène où? Un seuil psychologique. C'est magnifique, ça me ramène aux 30 000 points. 30 000 dollars, pardon. Donc prudence, on est bien loin, hein, de finaliser le double top. Pour le finaliser, il faudrait qu'on revienne sur la ligne de coup ici. Mais on garde tout de même c'est une hypothèse technique, on la garde en tête. D'un point de vue journalier, très bel exemple, hein, on est allé surpasser ici la projection de Soda, on se replie. Par contre, c'est pas mal ici, parce que si on arrive à retrouver des couleurs, si on se redresse au-dessus de la Tenkan, là, le Bitcoin, pour le coup, en H4, il m'aura dessiné quelque chose. Il m'aura dessiné une vague. C'est pas une figure de retournement pour l'instant, quoique ça pourrait le devenir. Alors, comment ça pourrait devenir une figure de retournement si on se replie jusqu'à la projection d'Osoda et qu'on tente un rebond, comme ça? C'est-à-dire que si on va jusque-là et on tente un rebond ici, alors là, dans ce cas-là, j'ai une ETE. Donc, c'est une figure de retournement. C'est ce que je vous disais il y a la veille ou il y a 2 jours. Il faut que le marché me dessine quelque chose. Donc, soit il va me dessiner une ETE et donc c'est baissier, on pourrait envisager un retour vers le nuage. Soit il me dessine simplement, il refuse de se replier davantage. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il me dessine? Une éventuelle vague. Car j'ai un point A ici, j'aurai mon point B ici, j'aurai mon point C là. Et dans ce cas-là, c'est une projection E parce que le repli est assez conséquent et donc l'objectif pourrait m'amener vers de nouveaux records historiques. Donc on attend sur le Bitcoin, on voit ce qu'il nous prépare. L'Ether marque une pause, pourrait se replier vers ce niveau de support, un cluster composé de la Tenkan et de la Kijun.
Donc, petite pause dans la hausse. Par contre, on a un gros nuage qui vient en support. Stellar, on s'est bien replié hein, depuis la cassure de cette moyenne mobile. On a franchi le précédent creux, un précédent creux qui correspondait également à un palier de SSB. On voit comment le marché a essayé de revenir dessus d'ailleurs à ce niveau-là. Et on allait approfondir. On pourra aller chercher les 0,3880. On passe à présent sur les matières premières, les comos. On commence par le gold. On en a parlé hier pendant la vidéo matières premières et fondamentaux. On le voit ici. On a un repli qui correspond au précédent de 2012. On est allé chercher la Kijun ici. C'est du mensuel. On a un retracement de Fibonacci aux alentours des 1715. On tente de se hisser au-dessus pour peut-être aller chercher les 1850. Prochain retracement de Fibonacci mensuel à 23,6%. L'hebdomadaire. On est sorti du nuage. Par contre, on a une lagging span, et ça c'est intéressant, qui refuse ici. Et peut-être qu'elle réagit à cette moyenne mobile. Il faut savoir qu'elle réagit à absolument tout. C'est pour ça que des fois, il faut essayer de trouver des moyennes mobiles qui agissent bien sur les cours. Ici, cette moyenne mobile, elle fonctionne très bien sur ce graphique en hebdomadaire. C'est un outil que j'ai sorti de boîte à outils parce que j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Vous le savez, je n'utilise pas tout le temps les moyennes mobiles, mais là, je l'ai fait parce que effectivement, c'était un bon support ici, c'était un très bon support là, et ça m'a donné un bon signal de baisse là. Donc, ça marche plutôt bien. C'était même un très bon support ici. Donc voilà pourquoi j'ai conservé justement cette moyenne mobile. Il y en a une autre qui pourrait fonctionner assez bien, c'est cette moyenne mobile 200 aussi qui correspond aux 1550 à l'heure actuelle, qui pourrait être un support si on venait franchir les 1680. Donc voilà comment travailler en analyse technique. On a notre boîte à outils, on sait ce que l'on a dans notre boîte à outils, on sait l'utiliser. Et là, donc, de ma boîte à outils, je sors cette EMA, moyenne mobile exponentielle à 50 périodes, qui a bien fonctionné sur ce graphique hebdomadaire. En tout cas, d'un point de vue Ishimoku, la Shikuspan se redresse, rebond sur les 1680, peut-être pullback en direction du bas du nuage. C'est très fréquent avec Ishimoku. Lorsqu'on sort du nuage par le bas, on repart en pullback. Et là, soit on réintègre le nuage, on annule tout, soit on repart à la baisse de plus belle. Cette fois-ci, ce sera la bonne. D'un point de vue journalier, ça se renforce et il y a une belle configuration d'ailleurs en H1. On va le voir ensemble. Ça faisait partie, il me semble, de l'analyse matinale que j'envoyais à nos clients. 1740 dollars l'once. D'un point de vue journalier, prochain niveau et quel niveau? Ce sont les 1765. 1765, c'est ce niveau de support qu'on était allé chercher précédemment, il y a assez longtemps, pas si longtemps que cela, en mai 2020, c'était une résistance et c'est le retracement de Fibonacci à 50%. D'un point de vue journalier, c'est l'objectif. Et ça pourrait être qu'un pullback avant un approfondissement de la baisse. Donc, parce que vous le savez, on a des supports à aller chercher probablement. C'est des hypothèses que l'on a émis beaucoup plus profonds. On pourrait aller se replier sous les 1600 dollars, aller chercher la zone à 1560, 1580 dollars l'once avant de repartir à la hausse. Tout dépendra des taux longs, tout dépendra du dollar américain. En données H4, on le voit, on a une belle figure en épaule, tête-épaule, inversée. On a franchi la ligne de coup, depuis on accélère à la hausse. Alors j'ai un graphique en H1 que j'ai placé sur le Forex. Ici, je n'ai plus de place pour mettre des graphiques. Donc je switch très rapidement sur le marché d'échange pour voir le gold en H1. En H1, on voit mieux notre figure en épaule, tête-épaule, figure de retournement haussier. On est sur une zone de résistance ici, on la voit, c'est une zone de résistance qui avait été rejetée précédemment et on était reparti à la baisse avant d'aller tracer un petit drapeau. On en est sorti par le bas et donc voilà, et ainsi de suite. Et ça nous a permis de dessiner cette petite ETE. J'ai une projection d'Osoda ici parce que là, ça nous permet de faire un parallèle aussi avec les figures chartistes, avec une ETE inversée par exemple, on va prendre cet exemple vu que c'est ce que l'on a sous les yeux, on peut tracer une vague, une projection de soda qui part de la tête jusqu'à l'épaule. Et ça nous donne un premier objectif à la cassure de la ligne de coup. Ce sont les 1730 dollars l'once. On le voit ici, on les a franchis, on a patiné parce qu'on était pris en étau entre un support qui était ma projection de soda et une résistance à 1736. On l'a franchi actuellement et la prochaine zone à aller chercher, c'est la zone à 1750 dollars l'once. Je reviens sur mes graphiques matières premières pour enchaîner sur le pétrole WTI. On en avait parlé en journalier, on a ce
Ce pattern de chandelier japonais, c'est ce que l'on appelle un Dark Cloud Cover, c'est baissier. Alors, comment ça se compose? C'est un pattern qui est composé de deux chandeliers. On le voit ici, on a une bougie verte, on clôture à un niveau. La bougie d'après, ce sont les conditions d'un Dark Cloud Cover que je vous donne. La bougie d'après, on a un gap haussier qui est comblé. Après, on pénètre dans la zone du corps de la bougie précédente. Pour avoir un Dark Cloud Cover qui tienne la route, il faut que le taux de pénétration, ça s'appelle comme ça, soit supérieur à 50%. Ici, le milieu de ma bougie est plus ou moins ici, aux alentours des 65,30 $. On a clôturé plus bas que le milieu de ma bougie, donc le taux de pénétration est bien supérieur à 50%. Et comme tout pattern de bougie, il faut que la prochaine vienne le valider. Donc elle l'a validé avec une baisse. Par contre, on repart à la hausse ce matin. Donc là, ça pourrait éventuellement invalider ce pattern. Mais il faut le garder à l'esprit, ça nous permet de faire une autre parenthèse, si je puis dire, théorique sur les patterns de chandeliers japonais. C'est aussi très important. C'est un autre outil à avoir dans sa boîte à outils parce que mis bout à bout, avec tous ces outils-là, ça nous permet de décrypter le marché. Aujourd'hui, on a parlé du Dark Cloud Cover. La prochaine fois, on pourrait détailler les conditions d'une étoile filante, d'un marteau ou autre. Donc voilà pour le Dark Cloud Cover. Par contre, on repart à la hausse. On repart à la hausse, c'est une belle hausse hein, actuellement. On avait pourtant une ETE. Après, il va falloir sortir du nuage. Ici, on pourrait complètement. Il y a deux seuils d'invalidation hein, pour ce genre de figure. Il faudrait repasser au-dessus du prolongement de ma ligne de coup. C'est ça ma ligne de coup de la figure en épaule, tête-épaule. Si on passe au-dessus, on l'invalide complètement. Ça impliquerait une lagging span qui franchit mon nuage et des cours qui sortent et qui clôturent au-dessus du nuage. Là, ça devient haussier. Ça devient haussier vers les précédents sommets, tout simplement. Et là, qu'est-ce qu'on irait faire? On irait aller chercher peut-être la fermeture du gap, ce niveau, les 67 $, dans un premier temps. Ça, c'est le Brent en données weekly. On avait vu cette importante zone de résistance. On voit même sur le Brent hein, ce Dark Cloud Cover. Par contre, on repart à la hausse. C'est ce qu'on décante ici en données intraday, en données H1. Et le seuil d'invalidation nous est donné lorsque l'on affiche le rayon. Hein. Lorsque vous cliquez ici, afficher le rayon, ça vous permet de prolonger à l'infini les droites que vous avez tracées. Et ça me permet de voir est-ce qu'on va aller, est-ce que c'est simplement un pullback vers la ligne de coup de ma figure en ETE ou non? Ou est-ce qu'on réintègre et on annule la figure? Lorsque l'on n'a pas encore cassé la ligne de coup, comment on a l'invalidation de ce genre de figure? On trace l'oblique baissière qui relie le sommet de la tête avec le sommet de la seconde épaule. Et avant la cassure de la ligne de coup, si on franchit cette zone, on invalide la figure. Ce n'est plus une question car on a cassé la ligne de coup. Donc maintenant, le seuil d'invalidation, c'est celui-ci. C'est le prolongement de la ligne de coup. Alors, on parlait du crédit en Chine. Pour ceux qui suivent justement la vidéo de matières premières et fondamentaux, vous le savez, le crédit en Chine est important pour le copper, est important pour le cuivre. Il y a une corrélation. Ça va de pair. Il y a l'impulsion du crédit en Chine se replier récemment, ça a plaidé en faveur d'une baisse du copper. Et là, je vous l'ai dit tout à l'heure, les banques chinoises ont accordé 1,36 trillion de yuan de nouveaux prêts en février. Et la conséquence technique, on la voit directement, c'est un gap haussier. Voilà, je vais m'en sortir, voilà. Gap haussier, au passage, c'est un gap, ce que l'on appelle un gap de rupture. Il y a plusieurs types de gaps, on parlera des autres lorsqu'on en verra, car c'est un gap qui permet de s'affranchir d'une résistance. La résistance ici, c'est notre moyenne mobile 100, à 100 périodes, mais c'est également notre SSB. Donc, gap de rupture, on va se fixer vous l'aurez compris, ça ressemble un peu au pétrole. On va se fixer sur le prolongement de la ligne de coup de cette figure en ETE. On est allé à plus de 50% de l'objectif théorique. Mais
le copper résiste et justement cette lueur d'espoir concernant, le crédit en Chine a propulsé le copper à la hausse et honnêtement d'un point de vue fondamental, hein, ça pourrait permettre de repartir à la hausse. Par contre, on a ces niveaux de stock à Shanghai qui sont très élevés et qui ne cessent d'augmenter. Ça, c'est d'un point de vue fondamental, c'est, autre chose qui pourrait freiner, éventuellement la hausse du copper. Donc voilà pour ce petit parallèle en temps réel avec le crédit, l'impulsion du crédit en Chine. On voit l'effet que ça a. On a un beau gap haussier immédiatement parce qu'on a eu la publication dans la nuit, gap haussier sur le copper, et là on est scotché sur le prolongement de la ligne de coût. Le blé qui ne se décide toujours pas, on l'a bien détaillé hier, pas de changement, gaz naturel je laisse de côté, il n'y a plus rien à mon sens à ce niveau-là. On passe sur le marché d'échange avec le billet vert. Alors on le voit en hebdomadaire, la force de cette résistance, la force d'un palier de Kijun. Le billet vert se replie, le billet vert repart à la baisse, refuse le franchissement. Il faut une clôture au-dessus en hebdomadaire, il le faut à tout prix. On l'a pas eu la semaine dernière. Il faut qu'on l'ait cette semaine pour envisager des perspectives haussières, mais ce n'est pas le cas pour le moment. Et donc on le voit, une Laginspan qui avait rebondi sur mon nuage, mais pourtant décide de le réintégrer. Elle décide de s'attaquer au chandelier japonais. Donc on est donc raisonnement, on le voit ici, raisonnement présent déjà, on a un support, c'est Matenkan, raisonnement passé, on a des obstacles ici, ce qui laisserait présager un éventuel rebond à la Ginspan qui viendrait de pair avec, bien entendu, avec le rebond des cours parce que la Ginspan, la Chikuspan n'est que le reflet des cours à la clôture, mais dans le passé. Donc à partir de là, on peut s'attendre à un rebond. Ça veut dire quoi? Ça veut dire plein de choses. Parce que c'est le dollar américain face à un panier de plusieurs devises majeures. Ça influe sur toutes les paires en USD. Cette baisse du dollar américain permet une hausse de l'euro-dollar qui également pourrait tester très prochainement sa Tenkan. Une belle résistance. 1,1972, 1,1973 ici. Par contre, un franchissement de cette dernière voudrait dire un euro-dollar au-dessus des 1,20, aux alentours des 1,2040. Euro-dollar en journalier, euro-dollar en H4. Ah, ça me donne pas mal d'informations ici. On a un gros nuage, mais attention, on a quoi aujourd'hui? D'ailleurs, on peut voir, je viens de le voir, hein, peut-être une petite épaule, tête-épaule inversée qui pouvait présager de ce retournement. Peut-être qu'on la verrait mieux en H1, on va le voir après. Mais on note la présence de ce nuage ici, mais on a Christine Lagarde, on a la BCE et on aura une volatilité accrue sur la monnaie unique. Prudence sur l'euro-dollar, séance importante, séance décisive. On va voir si on voit mieux cette figure en ETE inversée. Elle n'est pas très belle, mais elle a le mérite d'exister. Elle est là quand même. Ouais, on la voit. Elle est là, ETE inversé, franchissement de la ligne de coup, et depuis on part à la hausse avec un objectif théorique. On y est presque à l'objectif théorique. Je ne l'avais pas vu hier, mais on avait une ETE qui, d'ailleurs, ce qui est intéressant ici, ce genre de configuration, lorsqu'on franchit la ligne de coup, dans ces configurations sont belles, ça vient de pair avec une sortie de nuage par le haut. D'ailleurs, je n'ai pas ma chic ou span, je vais l'ajouter. Qu'est-ce qu'elle nous racontait? De son côté, le signal a été validé depuis qu'on est sorti du nuage. Et donc, ça nous permettait ici, avec ce beau signal Ishimoku, de profiter de la hausse depuis ici, depuis l'indice 9,20. Et on est tout proche de l'objectif théorique qui vient correspondre un petit peu avec un palier de Kijun. Donc voilà, ici, on utilise tous les outils qu'on a et ça nous permet d'expliquer. Je l'aurais vu avant, ça nous aurait permis peut-être même d'anticiper. AUD-USD. Les paires en USD gagnent du terrain à l'image de l'euro-dollar. La USD vient tester une résistance, hein. On est en train de fluctuer entre des retracements de Fibonacci, concrètement le 38,2 et le 23,6. Si on s'en affranchit, il y aura une autre zone de résistance ici avant les récents sommets. Tout dépendra du biais vert. GBP-USD, on revient se coller à cette moyenne mobile exponentielle à 200 périodes. Le GBP est fort, le biais vert est faible. Donc le GBP-USD est à 1,3950 dernier rempart avant les 1,40. Il arrive à bien progresser. On est sous une résistance. Il faudra se hisser en journalier au-dessus de notre Kijun pour aller chercher peut-être les 1,41, voire les précédents sommets. Ce n'est pas encore joué. Beaucoup dépendra également du biais vert, même si le GBP est fort. Le biais vert influera également sur la paire GBP-USD. GBP CHF, par contre, ici on marque une pause. Support ici. On a du mal à franchir cette résistance, hein, pour le GBP CHF. Voilà, et pour cause, hein, c'est un palier de SSB
en weekly. Je vous le rappelle, je ne le répète peut-être pas assez, mais je le répéterai tout le temps. Ce sont des données Ishimoku en hebdomadaire sur un graphique en journalier. Et plus on est sur une unité de temps élevée, long terme, plus les niveaux sont forts. Ça marche pour les trendlines, ça marche pour Ishimoku ici. Donc ici, concrètement, un palier de SSB hebdomadaire sera plus fort qu'un palier de SSB en journalier. Mais on n'y est pas, hein, ça ne correspond pas à ce niveau-là. Mais c'est la prochaine résistance si on venait, si on arrivait à s'affranchir de l'actuel. NZD-USD, on rebondit sur le nuage. Prochaine résistance, c'est mon palier Kijun, 0,7278. USD-CHF, ça correspond à la faiblesse actuelle du dollar. Après avoir marqué un top, on est en train de se replier. Est-ce qu'on aura une zone de soutien? Ben, la prochaine est plutôt loin. Donc prudence tout de même, hein, sur le billet vert qui pourrait peut-être approfondir la baisse. En tout cas, c'est ce que me dit l'USD-CHF. Il n'y a pas d'autre zone de soutien, je n'en vois pas ici en journalier. USD-Yen, attention, on pourrait invalider le signal, on pourrait même se replier avant de repartir à la hausse. On parlera peut-être la prochaine fois de ce pattern, on attend la clôture hebdomadaire. Et sur ce, on met un terme à ce Good Morning Market. Je suis content, on a vu pas mal de choses d'un point de vue théorique, donc je trouve ça intéressant d'approfondir un peu la théorie lorsque l'on a des formations chartistes, lorsque l'on a des formations de chandeliers japonais ou des cas particuliers, pardon, je vais y arriver, de projection de soda. En tout cas, merci à toutes et à tous. Merci pour votre fidélité, pour votre présence quotidienne et votre soutien maintenant quotidien également. Je vous souhaite une très bonne séance de trading. Prudence, au moment de la BCE, il y aura de la volatilité, il pourrait y en avoir sur le DAX, mais surtout sur l'euro-dollar. Très bonne journée à vous, très bonne séance de trading et on se donne rendez-vous dès demain pour la dernière séance de la semaine. Au revoir.